m'intéresse à des problématiques culturelles et sociales. Donc j'ai fait un peu un va-et-vient, donc je me suis dit peut-être c'est moi qui ne connaissais pas, donc je suis allée faire des entretiens avec les personnalités, les personnes iraniennes qui sont francophones et qui écrivent comme Goli Tarapi par exemple, qui est une grande écrivaine iranienne, dont je savais qu'elle était, elle m'a dit qu'elle connaissait Simone de Beauvoir, elle avait même écrit avant la Révolution sur Simone de Beauvoir, Dr Paktoman qui est économiste qui est ici, et Farzaneh Milani qui est auteur de livres sur Farrokhzad, le récent livre, et qui est francophone, puisqu'il y avait, pour les personnes qui peut-être ne savent pas, il y avait en Iran les premiers intellectuels iraniens, les premières personnes qui sont allées à l'université, c'était pour ces personnes-là, c'était la langue française qui était importante. La francophonie était la langue des intellectuels iraniens dans les années 1920 et après. Et les premiers étudiants qui sont allés à l'époque de père de Shah, ça veut dire de Reza Shah, à l'époque de Reza Shah, ils sont allés en Belgique, en France, en Suisse, c'était plus des francophones. Donc la langue française il y avait des écoles comme Jeanne d'Arc, comme le Razi, qui étaient des écoles francophones. Et donc il y avait des familles aussi qui mettaient leurs enfants dans ces écoles. Et toutes ces personnes-là que j'ai interviewées étaient des personnes qui étaient allées à ces écoles-là et qui connaissaient la langue française. Donc je suis allée aussi, je me suis rappelée d'avoir vu les premières traductions de Deuxième sexe de Beauvoir qui étaient faites par M. Hossein Mohri, qui nous a quittés aussi récemment malheureusement, et qui, je l'ai trouvé à Los Angeles il y a 2 ans avant sa disparition très triste. C'est une personne, un journaliste très érudit et qui avait une belle plume. Et donc lui, c'était la première personne qui avait traduit le Deuxième sexe en partie. Et à l'époque, il y avait une magazine littéraire et culturel qui s'appelait Ferdowsi en Iran. Et un jour, je me rappelle, puisque je lisais beaucoup trop, en fait, je lisais tout le temps, j'étais fascinée par les livres, et donc je lisais aussi tous les journaux, toutes les revues culturelles, et un jour, quand j'ai trouvé une partie de Deuxième sexe, Jense Dovom, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire Jense Dovom? Puisqu'en langue persane, le sexe, on ne dit pas Jens. L'équivalent de mot sexe, pour vous, Naïdé, qui donnait les cours en personne, vous savez, et les autres aussi, vous savez, quand on parle, tout d'abord dans la langue persane, quand on parle de sexe, on parle pas de la même chose en français, c'est pas le même équivalent. Quand on dit sexe dans la langue persane, ça veut dire le rapport sexuel. J'ai eu, par exemple, dans le langage, et c'est un peu un tabou aussi, on dit il a eu de sexe avec, ou elle a eu de sexe avec. Alors, c'est pas du tout la même chose en français. Le sexe en français, ça désigne le sexe biologique. Et après, on dit le rapport sexuel, mais en langue persane, il n'y avait pas le mot gens pour dire le sexe. Donc, déjà, la traduction de Deuxième sexe était une grande affaire en langue persane. Comment on va le traduire? Alors, quand j'ai vu le titre de l'article à l'époque, je me rappelle très bien, j'étais au lycée et je me suis dit, mais tiens, c'est quand même bizarre, c'était la fin de lycée ou peut-être première année de l'université. Donc je me suis dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire Jense Dovom? Et j'ai lu les parties que Hossein Mohri avait traduites, mais c'était intéressant, mais ça ne m'a pas donné envie de poursuivre, puisque pour moi, les questions des femmes n'étaient pas très importantes. Je me disais, ça va se régler. En plus, j'étais dans une famille où j'avais aucune... Mon père, dans ma famille, il n'y avait pas une différence. En fait, mon père avait que 4 filles, donc déjà, ce n'était pas possible de faire la différence. Je n'avais pas de frères. Et j'étais assez libre, ça veut dire que mon père avait une éducation, ça veut dire une personne qui était
qui avait une pensée très éclairée sur l'éducation des filles et des garçons. Donc je ne sentais pas un besoin, je n'étais pas attirée par les questions concernant les femmes. Voilà, donc je suis allée faire des entretiens avec les personnes, je me suis dit, peut-être qu'il y a des autres qui connaissaient, et après j'ai commencé à réunir tous les blogs des jeunes que j'avais travaillés, et j'ai fait un voyage entre l'Iran, les jeunes de l'Iran d'hier et les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est ça le sujet de ce livre qui vient de paraître le mois de janvier. Et là, j'ai compris plein de choses. Ça veut dire, en fait, ce livre, ça m'a beaucoup amusé. Je me suis beaucoup amusée en l'écrivant, puisque à partir des blogs des jeunes, qui est quand même comme une sorte des notes quotidiennes et aussi de mémoire, mais qui est l'espace assez libre, puisque beaucoup de blogs sont avec les pseudonymes, sont avec les noms qui ne sont pas les noms des personnes vraies. Et les jeunes choisissent, c'était un espace de liberté pour les jeunes. Donc, ils et elles, ils ont parlé de leur vie intime, de leur regard sur l'amour, sur l'érotisme, sur le rapport rapport à l'amour, rapport avec la sexualité. Et toutes ces histoires, c'est complètement, moi j'ai trouvé une différence énorme avec ma génération, puisque pour nous, effectivement, on était une génération politisée de l'époque. De toute façon, c'était quelque part, moi, j'ai raconté un peu dans ce livre, je me rappelle très bien que comme j'étais née et grandie dans une famille assez libre, quand je mettais des couleurs comme la veste naïdée de jolies couleurs rouges, donc je me rappelle qu'à l'université, il y avait des personnes actives, pas du tout islamistes, qui venaient me dire, mais non, c'est pas des couleurs, il faut que pour être les femmes, les filles bien et tout, il faut quand même que vous soyez plus couvertes, plus... C'était vraiment une idéologie qui avait commencé 10 ans avant. C'est-à-dire que quand on a été dans la Révolution, on était très étonnés quand il y avait les rangs des femmes et des hommes, il y avait des hommes qui venaient nous dire « mes sœurs, séparez vos rangs ». Et pour nous, c'était étonnant, puisque nous, on était ensemble avec les garçons à l'université, et ils nous disaient, mais écoutez, c'est mieux que les femmes soient séparées des hommes, et en plus, pourquoi vous ne vous couvrez pas même un petit foulard? Pourquoi ça vous gêne? Un petit foulard pour la solidarité avec le peuple. C'est ce que disait Khomeini aussi à Paris, à Neuf-le-Château, quand il était là, il disait, les femmes doivent accepter de porter pour la solidarité avec le peuple. Donc on culpabilisait, nous les femmes non voilées, en disant vous êtes quand même pas de peuple, comme si les femmes de peuple devraient absolument être voilées. Voilà. Et que petit à petit, ça nous a un peu choqués, mais on disait c'est pas grave, c'est la révolution qui est la plus importante. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais c'est quand même, il y avait beaucoup de signaux avant qui devaient nous interroger sur ce qui se passerait. Et aujourd'hui même en France, comme je travaille aussi dans le domaine de l'immigration, je vois ces signaux. Et chaque fois qu'il y a ces signaux où il y a les gens qui viennent dire aux filles, il faut que vous vous couvriez, où on voit dans les sites, on dit le voile c'est comme vous êtes des perles aux jeunes femmes. Il faut que vous vous couvriez pour avoir votre valeur et tout. C'est exactement, ça me rappelle tout ce qui s'est passé pendant les 10 ans avant la révolution en Iran. Et donc je me suis dit, quand même, j'avais déjà analysé tout ça dans mes derniers livres et je me suis dit, à travers l'image de Beauvoir, je vois comment les jeunes évoluent et actuellement, la question de voile, par exemple en Iran, ça devient un combat pour les femmes et pour les jeunes femmes. Et ça a commencé déjà avant, tout de suite après l'arrivée des islamistes au pouvoir, puisqu'il y avait le phénomène de mauvais voile. Vous savez, quand c'était la veille de 8 mars, je ne sais pas qui se rappelle, moi en tout cas, on l'appelait le printemps de la liberté. C'était le printemps où tout le monde était devant l'université, les livres étaient là, on achetait, on vendait des journaux de gauche, etc.
Et d'un coup, Khomeini a appelé, elle a dit, les femmes ne doivent pas aller nues dans les ministères. Puisque quand on dit les ministères, c'était l'école, le système de santé, les hôpitaux, tous les services publics. Et il a dit, Zanhana veya l'ort tuer Bezorat Khuna. Moi, quand j'ai entendu l'ort, ça veut dire nu. Moi, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, puisque personne n'allait nu au travail. Mais c'était un langage qui a été après adopté pour dire toute femme non voilée est impudique et nue. Donc tout ce langage a été bien choisi pour réprimer après. Mais à l'époque, nous, on riait parfois, on disait, c'est quand même bizarre de dire les femmes ne doivent pas aller nues, aucune femme nue dans les ministères. Et le lendemain, les femmes qui étaient les infirmiers, les médecins, les enseignants, ils ont été tous dans la rue de Téhéran. D'un coup, des milliers de femmes étaient manifestées. Ce n'étaient pas des gens comme nous, puisque nous, on n'était pas dans le milieu de travail. Mais moi, je sais, par exemple, que ma mère était très inquiète, puisqu'elle aussi, elle était, elle était infirmière. Et donc, tout le monde était inquiète. Moi, je me disais, non, mais ça va passer. Et à l'époque, quand il y a eu beaucoup de manifestations de femmes, il y a eu déjà des groupes Hezbollah qui ont commencé à attaquer les femmes, et il y a eu les leaders de partis non islamistes qui ont dit, d'accord, pour arrêter les violences, rentrez chez vous. Ils ont dit aux femmes de rentrer. Et à l'époque, il y a eu des autres leaders religieux comme Ayatollah Talrani, comme Dr Mohandes Bouazizi, qui était le chef de gouvernement provisoire. Il a dit, non, mais l'imam a dit quelque chose, mais il ne va pas poursuivre. Il a dit comme ça, et Khomeini est rentré dans le silence. Rien.